Ah, ça ne trompe pas. Ce filet de voix est vraiment très très touchant et nous la recevons aujourd'hui, Lily Xuan. Je l'ai bien prononcé ? Oui, c'est ça. Ah. Lily Xuan. Xuan. J'essaie, j'ai fait vraiment des efforts, hein, mais je vois bien, Olivier, c'est bien. Je vois bien que c'est difficile pour moi. Alors que toi, tu as un français qui s'améliore vraiment. À chaque fois qu'on se voit, c'est davantage fluide. Donc, félicitations vraiment pour ton français. Alors, nous te recevons. Nous savons que tu as fait des études de français à l'université de Bordeaux. Tu es arrivé en 2008, tu nous l'as rappelé tout à l'heure. Des études de management, marketing à l'ISEC de Bordeaux. Et puis, tu es devenue conseillère auprès d'un château détenu par un Chinois avant de rejoindre Christie's. Voilà, ça c'est vraiment un concentré de ton parcours que tu racontes en détail dans ton livre. Mon cher Christophe, peut-être plus de détails sur justement cette activité qui est, tu aimes à le rappeler, hein, tu l'as rappelé pendant la pause musicale, ta principale activité, celle qui retient toute ton attention, c'est l'activité autour du vin. C'est ça. C'est pour vendre les vignobles. Alors voilà, c'est cette partie-là, parce que effectivement, après une formation, quand même, toute formation un peu œnologique à la fac de Bordeaux, donc c'est les vins, c'est les dégustations et tout, mais ça a toujours été dans l'optique, pas pour faire œnologue ou business. Il y a toujours ce côté en toi. Pourquoi est-ce que le vin et le business se sont aussi bien mariés ? Oh, c'est très important parce que quand les Chinois, les investisseurs qui viennent ici, principalement, ils ne connaissent pas tellement bien le vin. Donc, quand il achète ce vignoble, il m'a posé beaucoup de questions. Si je ne suis pas dans ce domaine, connais le vin, donc c'est difficile, je l'explique pourquoi. Par exemple, les Chinois, ils me disent pourquoi on a besoin d'utiliser les barriques. Pourquoi il faut chaque 1 ou 2 ans, on doit changer pour GD, mais ça coûte très cher, ce barrique. Et après, quand on revend, ça coûte que 50 €. Et quand je l'achète, c'est 800 €. Comment donc, ça se fait ? Voilà. Donc, ils ne connaissent pas le métier aussi, c'est pour ça. Oui, ils ne connaissent pas le métier, ils ne connaissent pas après l'achat, le château. Il a beaucoup d'investissements après l'achat. Bien sûr. Et alors, justement, pourquoi cet intérêt des riches Chinois pour les vins et particulièrement dans le Bordelais ? D'abord, comment on dit qu'à l'époque, c'est beaucoup de Hongkongais qui aiment bien les vins de Bordeaux. Et parce que Hong Kong, c'est la colonie de UK. Et puis une ville de commerce, toujours, où passaient les bateaux, où ils s'arrêtaient, c'est ça. où ils Il y a beaucoup de l'histoire. Absolument. Et donc, Hong Kong, pour nous, c'est un endroit comme un endroit très luxe, comme le Paris pour la France. Ouais. Donc, c'est quoi le populaire habitude de les Hongkongais qui fait les Chinois, mainland Chinese, ils aiment bien copier. Donc, c'est déjà les vins en cru classé, Lafite, Latour, Oui, le très haut de gamme, les bouteilles à 3 chiffres. Quoi. Voilà. Oui. Donc, tout son produit vient de Bordeaux. Donc, les gens, quand il invite les gens pour un dîner, il dit toujours « Ah, ça, c'est le vin vient de Bordeaux, c'est Château Latour. » Donc, on met ça sur la table et... Voilà. Donc, pour les gens, ils pensaient « Ah, le vin vient de Bordeaux. Ça veut dire c'est le bon vin. » Et donc, ça donne beaucoup d'images. C'est pour ça, maintenant, il y a beaucoup de Chinois qui achètent les vins pas très chers. Mais ils revendent en Chine le prix quand même haut. Parce que ça tenir l'image de Bordeaux. Pour nous, vin de Bordeaux, c'est une gamme de luxe. Eh bien, justement, oui, en faisant cette série d'enquêtes, je suis descendu en juillet, je suis descendu faire un petit peu et j'ai rencontré, alors pas le fondateur, hein, pas Monsieur K, mais le fondateur des vignobles K, qui s'appelle Peter Kwok. Peter Kwok, oui. Et qui a été vraiment l'un des pionniers chinois à venir en France il y a plus de 20 ans, je crois, 22 ans, pour acheter son premier château, alors qu'à l'époque, il y a 22 ans, le vin en Chine, personne quasiment n'était concerné, à part la crème des milliardaires de Hong Kong. Est-ce que c'était visionnaire ? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez ? Oui, je connais Peter. Et il va venir chez moi pour le fondue chinois fin de ce mois. Donc, parce que lui, c'est quelqu'un, je pense, c'est avoir une rôle important à Bordeaux. C'est le premier. Et aussi, c'est le premier qui fait le meilleur
pour moi. Parce que lui, il achète plusieurs vignobles. Je suis allée là-bas pour visiter et tous ces vignes, ça s'occupe bien. Les vins sont très bien. Il vient d'acheter un Grand Cru classé. Maintenant, c'est le seul Chinois qui a un Grand Cru classé à 100 millions. Oui, donc, tout à fait. Moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai rencontré son directeur général au château Tour Saint-Christophe. Si tu veux venir, fin de septembre, je t'invite chez moi pour le fondue chinois. Je note. Tu le notes? Je note. Lily. Note, vraiment, mais vraiment, et en plus, ce que nous a dit son directeur général, c'est que Peter Koch était arrivé avec un esprit humble en disant, le vin, moi, j'y connais rien. C'est pas moi qui vais vous expliquer s'il faut récolter 2 jours après, 2 jours avant. C'est votre métier, c'est vous qui connaissez vos sols argileux, l'argile bleue qui se trouve sur le territoire de Tour-Saint-Christophe, qu'on trouve plutôt en appellation Pomerol. C'est assez rare en Saint-Émilion. Et par contre, de venir en investisseur éclairé en disant, dites-moi si précisément il faut changer les barriques. Dites-moi si précisément, est-ce que c'est courant ou est-ce que c'est pas toujours les pratiques que l'on constate de se comporter en investisseur éclairé de votre expérience, puisque vous en connaissez plusieurs? Il y a 2 types de Chinois qui viennent à Bordeaux pour acheter les vignobles. Principalement, c'est les gens qui voudraient acheter un domaine, que sa famille, ses amis qui peuvent venir pour partager les meilleurs moments French style. French style. French style life. D'accord. Voilà. Et il y a un autre, c'est pour faire vraiment des business de ça. Monsieur Peter Koch, et dans son cas, c'est que lui, il fait le business du vin, et plus il fait très bon ce travail. Il achète du bon vignoble, et même quand il vend les vins, il est toujours fait attention à la qualité. Ça, c'est que moi, je respecte beaucoup, admire beaucoup. D'accord. Bien sûr, j'ai des clients qui achètent les vignobles. Il dit, waouh, ce château est tellement joli. Bon, je le prends. Et le vignoble, c'est pas très bien, mais le château est joli. C'est pas grave. Moi, c'est juste, je partageais avec les amis. On ne vend pas très cher. Oui, comme on achèterait une résidence secondaire qui a des vignes ou pas, ça l'intéresse pas. C'est accessoire, on va dire. C'est ça. Parce que quand il achète le vignoble, c'est pas leur seconde maison. Déjà, c'est 5e, 6e. Donc, c'est ça, voilà, pour venir passer 15 jours par an. Ça. Et alors, justement, il y a en ce moment une histoire, et j'ai fait un papier dessus, qui agite un petit peu Bordeaux, et donc le tout petit monde du vin, que désormais tu connais bien. C'est l'histoire du groupe Haifang, qui est un groupe, en gros, qui est arrivé, qui a fait une frénésie d'achat. Ils ont acheté 22 ou 23 châteaux en 18 mois. Et c'était en même temps, tout le monde était très content, puisque le CIVB était partie prenante, la mairie de Bordeaux. Parce que quand il y a des gens qui disent « Ouais, les Chinois, ils rachètent les châteaux », mais c'est le journaliste de Sud-Ouest qui a fait les papiers, César Compadré, qui m'a expliqué ça. Il me dit « Mais les Chinois, ils rachètent, mais ils n'embarquent pas la terre, ni les ceps de vigne en Chine. Ça reste chez nous ». Comment toi tu vois ça, qui est justement au cœur de ce système et qui est justement avec un pied sur les 2 pays? Et de cette réflexion, les Chinois rachètent tout. Comment ça te fait réagir? Bien sûr, tout le monde me dit « Oh là là, les Chinois achètent tout ». Je précise qu'il y a 3%. 2%, 2%. Entre 2% du vignoble bordelais qui est aujourd'hui détenu par des Chinois. Quand on dit achète tout, ça donne quand même le sens de la mesure. Bien sûr, et même quand il y a un journaliste, il s'appelle Jean-Pierre Stahl, travaille pour France 3. Il est bien connu dans le domaine. Un jour, il a fait l'interview de moi. Et après, tu peux voir les gens sur Facebook. Il a dit, oh, bien sûr, elle vend. Il y a des gens qui font le commentaire. Il a dit, bien sûr, elle vend tout. donc, parfois, tu peux voir, le sens n'est pas très bien. Et après, il a dit, oh, les Chinois viennent ici acheter les trucs. Ça fait peur, bien sûr. Mais je peux dire, si maintenant il n'y a pas de château à vendre, comment les Chinois on peut acheter? C'est exactement ce que me disait César Compadré. Il me dit surtout que, par exemple, dans le groupe Haifang, ce n'était pas des grands crus classés, c'était plutôt en Côte de Bourg, en entre-deux-mers, donc où le foncier est beaucoup moins cher. Donc des vins
moins prestigieux, d'entrée de gamme, une bouteille entre 5 et 10 euros. Et en même temps, quand les familles, souvent, parce qu'il y a beaucoup de châteaux en Gironde, et il y a beaucoup de familles où il y a 3, 4, 5 enfants qui ont vu leurs parents 7 jours sur 7, toute leur vie, dans les vignes, se faire anéantir une récolte parce qu'il y a un épisode de grêle et qu'on n'y peut pas grand-chose et qu'on récoltera que dalle ou pas grand-chose cette année-là. Quand ils voient quelqu'un qui débarque avec un chèque et qui leur dit « écoutez, je vous rachète », est-ce qu'on peut les blâmer de vendre quand il y a des acheteurs? C'est ça. C'est difficile pour répondre à ce style de questions. Tu sais, non, mais si personne ne vendait, il n'y aurait pas d'acheteurs. C'est ça, c'est ça le problème. C'est aussi simple que ça. Voilà, s'il y a des achats chinois, c'est effectivement parce qu'il y a des choses à vendre. Et comme Christophe le rappelle, c'est un métier extrêmement difficile. Et c'est vrai de l'extérieur. Là, c'est vraiment un amateur qui vous parle. De l'extérieur, c'est vrai qu'on a une perception que ceux qui travaillent dans le vin, qu'ils soient français, chinois, etc., sont des gens riches. Parce qu'il y a l'association de châteaux, de terres, etc. Et on a une perception, encore une fois, que c'est un domaine agricole, parce que ça appartient à l'agriculture, aisé. Or, ce n'est pas le cas. C'est une toute petite partie. Mais confirmer tous les deux. Une grande partie des gens qui détiennent les châteaux. C'est un métier difficile. C'est très difficile. Quand je vois mes clients, ils achètent les vignobles. C'est vraiment, je dis que les Chinois qui viennent Bordeaux acheter les vignobles, chapeau. Ils ont le courage pour, après des années de travail. Et après, il a eu les mêmes problèmes comme les anciens vendeurs. Et donc, c'est les Chinois, ils commencent à voir 2, 3... Mes clients me disent, je voudrais revendre. Parce que je pense vraiment c'est difficile. C'est trop difficile, oui. Et avant, quand je travaillais dans un château, il y a un château, il s'appelle le château Milor. C'est que le château, je manageais aussi. Donc, quand je suis allée là-bas pendant le vendange, tu sais, tous les matins, 3 heures, 4 heures, tu te réveilles et... ma tête est retournée, on met les bottes et on est allé dans le vigne, regardez. La terre, elle colle et c'est dur. Oui. Les paris que tu sais, il faut vider l'espace. C'est tellement lourd. Et je me dis, c'est difficile. Ce que me disait César Compadré, le journaliste de Sud-Ouest, qui a traité ces dossiers, c'est que pendant des dizaines d'années avant, il y a eu aussi des milliardaires qui sont venus acheter des châteaux, mais ils étaient belges, ils étaient russes, ils étaient américains. C'est vrai, et que voilà, donc a priori, mais par contre, un Chinois au milieu des vignes, forcément, ça attire un petit peu plus l'attention. Parce qu'il y a quelque chose qui, là, je trouve, a fait beaucoup réagir des gens dans le Bordelais. Bon, au-delà des quelques pourcents qui s'énervent que les Chinois rachètent, mais bon, c'est pas très grave. Mais c'est par contre les changements d'appellation. Ça m'a beaucoup fait rire. Donc il se trouve que moi, je connais bien, mes grands-parents étaient d'un petit village qui s'appelle Nérijan, qui est à peu près entre Libourne et Bordeaux. Et sur la 89, qui mène Libourne à Bordeaux, il y a une pancarte. Voilà, quand on va de Libourne vers Bordeaux, sur la droite, tout d'un coup, on voit une pancarte avec Château Lapin Impérial. Et avant, il s'appelait le domaine de Besserie, ou je ne sais plus comment, quoi. Et là, on se dit, alors peut-être que toi, tu as un élément pour nous expliquer, parce qu'il y en a un autre aussi à Saint-Émilion qui est devenu antilope tibétaine, si je ne m'abuse. Quel est l'intérêt pour un Chinois de rebaptiser? Parce qu'apparemment, ça, c'est quelque chose avec lesquels les Français du cru sont moins à l'aise. Mais comment ça, lapin impérial? C'est pas possible, c'est pas un nom de château, lapin impérial. et pourtant, voilà, ça a été rebaptisé comme ça, ce qui est le droit le plus strict du propriétaire de baptiser son château. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce changement? Ok, parce que pour eux, les marchés, c'est en Chine. Donc, il faut un prénom chinois-français, ça correspondant le marché chinois. Et donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de Chinois, ils ne vendent plus leur vin en France. Et parce que comme à Bordeaux, tu sais, il y a beaucoup de concurrence. Oui. Si ton vin, ça produit à 5 € et tu vends 5,5 € pour un négociant. Et ton voisin qui peut vendre 5,3 €. Et tu revends 5,2. Et après, fait beaucoup de concurrence. C'est pas bon. Mais si c'est ce 25 €, tu peux vendre 7 € en Chine.
c'est bon. Comme ça, le château qui gagne d'argent, il peut payer mieux le staff, il Bien peut sûr. acheter mieux les machines pour réinvestir beaucoup de choses. Oui, parce que c'est une Ouais. activité économique, C'est il faut ça. qu'elle dégage de l'argent. C'est ça. Et souvent, il paraît que également le relooking de l'étiquette est important. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le marché chinois est aussi attentif au relooking de l'étiquette? Est-ce qu'il faut que ça fasse bling À bling un l'image, peu? finalement. À Est-ce qu'il l'image. faut que ce soit rouge, doré? Mais est-ce qu'il faut... La France, déjà, pour l'image, pour nous, c'est le Louis XIII, tu sais, c'est bling bling, c'est Versailles. Ouais, alors que Et, les étiquettes des châteaux traditionnels, c'est plutôt la plupart du temps noir et blanc, C'est assez ça, ouais, sobre. c'est ça. Laisse parler Lily, écoute-là. Ça existe, parce que pour les marchés chinois, à l'époque, il y a beaucoup d'importateurs qui achètent le vin vient de Bordeaux. C'est déjà utiliser l'ancien étiquette. Mais le problème, c'est que maintenant, en Chine, sur le marché, il y a beaucoup de concurrence. Dans les supermarchés chinois, à l'époque, il y a 10 ans, je rentrais, il n'y a que centaines de bouteilles. Et maintenant, tu es dans un carrefour, il y a plus que 1000. Comment tu peux être à la tape, comme dit, tape l'œil? Visible, visible. Voilà, visible Ouais, la visibilité, pour ouais. eux. Donc, les Chinois, c'est l'occasion, quel moment ils boivent du vin. Donc, c'est pour ça, les étiquettes personnalisées, c'est beaucoup plus target, les clients. Donc, c'est pour ça il faut packaging mieux qu'avant. C'est pour ça le coût de production va être plus élevé. Élevé, oui, tout à fait. Élevé et qu'avant. Donc c'est normal. Ça dépend les marchés. Et donc maintenant il y a des vins comme mon mari et j'ai toujours dit non ça c'est trop moche, les Chinois n'achètent pas, il faut changer ça. Quand il m'écoute, ça marche tellement bien. D'accord. Parce que j'ai le goût chinois pour lui donner mon conseil. Donc un changement d'étiquette peut faire augmenter mécaniquement les ventes à 8000 km. C'est ça. Il faut comprendre le marché. C'est pour ça un consultant chinois travailler pour un domaine français ou un syndicat français et pour le marché chinois, c'est tellement important. Sinon, les Chinois, ils amènent des trucs que rouges. Désolé. Amène un produit du thé que rouge. Pour eux, ils pensent rouge, c'est notre couleur. Mais pour vous, vous pensez, c'est moche, c'est old fashion, c'est pas beau. Voilà. Et alors, De temps en temps, excuse-moi Christophe, de temps en temps, tu dois te marrer quand même dans ta tête. Tu dois rire dans ta tête, j'imagine, pour avoir ce côté. Tu peux pas rire aux éclats de certaines réflexions. Entre le conservatisme français, qui tient absolument à ce que son vin reste dans des appellations, dans un espèce de comment dire, de ritournelle dont il a l'habitude, et toi, connaissant les principes du marché chinois, ça doit te faire sourire quand même de temps en temps, non ? Sincèrement. Oui. Parfois, pour nous... T'as pas envie de te moquer parfois des Français ? Sincèrement. Sans te mettre à dos les gens qui travaillent avec toi. Si, bien sûr. Quand c'est deux différentes cultures. Oui. Et parfois, et même il y a des étiquettes. Je ne peux pas te dire le nom de ce château. Mais quand les gens prononcent château, blablabla, ça veut dire c'est les fesses. Donc, un nom de Et château toi, français tu dois rester. qui veut dire comment les fesses en chinois. ouais. Ou si tu le traduis. Ah, oui. c'est lequel château Non, lui je Mais peux non, elle pas a pas le te droit. dire. Elle a Je- pas le je droit. peux Comment ça, elle a pas le droit? Non, Mais non, si, elle a le non, droit. non, N'insiste non, pas, non, n'insiste non, pas, non. Christophe. Un jour. Mais je comprends, donc Ouais. cette idée m'est venue là à l'instant. Tu dois avoir des moments où tu ris dans ta tête, forcément. Et tu parles de les Français qui... J'ai pas très bien compris. En fait, Ouais. si tu as très bien compris, puisque tu viens de l'expliquer, Ouais. c'est-à-dire parfois le conservatisme français peut les amener à faire des bêtises s'ils veulent rentrer sur le marché chinois. Notamment le Ouais. château que tu peux pas citer. Ouais. S'il est traduit littéralement, ça fait référence à la partie Ouais. postérieure de l'être humain. Effectivement, pour du vin, c'est peu vendeur. Enfin, je m'y connais pas, mais donc voilà, c'était ce que je priori. voulais savoir. Ouais, c'est Ça ça. fait partie de la difficulté de ton métier où tu dois toujours rester stoïque et ne pas faire, comment dire, de ne pas te moquer Ouais, de certaines réactions françaises. C'est pour ça qu'il y a des acheteurs chinois, quand ils achètent un vignoble, toujours on va voir le nom de ce château.
parfois on change le nom de le château parce que d'abord il y a des concurrences quand tu as vu tu scannes l'étiquette, on sait tout de suite c'est le à prix. quoi ça ressemble. C'est le prix aussi. Ouais, le prix. Parce qu'en Chine, souvent les vins, tu sais, il y a les taxes, déjà 50%, et tous les importateurs, les distributeurs, ils vont gagner certains de marge, c'est sûr. Et c'est pas juste pour eux comparer un prix en Chine et en France. Mais quand même, la marge en Chine, c'est mieux qu'en France. Et alors justement, en poste d'observation qui le tient, est-ce que tu as vu une évolution dans les types de vins qui vont vers la Chine? Est-ce qu'au début, effectivement, c'était un marché de milliardaires hongkongais qui ne prenaient que des grands crus classés, Rothschild, Latour ou l'Angélus? Et est-ce qu'aujourd'hui, on va sur d'autres gammes de vins? Comment est le marché en ce moment? Les tendances du marché. Très bonne question. Très bonne question. question. C'est gentil, merci. Parce que maintenant, et même mes clients qui toujours me demandaient, sauf les grands crus classés, est-ce que tu peux nous proposer des vins qui ont une bonne qualité? Et ça commence ces derniers 3 ans. Parce qu'au début, les clients, sauf ils achètent le vignoble, il est toujours acheté les vins aussi. Il amène pour l'offre comme les cadeaux pour leurs amis et familles. Et recently, voilà, et mes clients me posaient la question, je suis très content parce que ils commencent à faire attention aux qualités. Et donc, avant, ils ne regardaient pas trop. Ils achetaient sur un nom, sur une étiquette. Au début, ils viennent ici, ils pensent que c'est acheter une maison. Oui, c'est du prestige, pour le côté prestige. Oui, d'accord. C'est après. Il aurait pu y avoir des pommiers autour. Voilà. Ou... C'est comme toujours à Bordeaux, les gens qui achètent les maisons à côte à côte. Et après, les gens toujours, moi j'habite à Charton. Moi j'habite dans le centre-ville. Tellement chic, les Chartons. Moi j'habite à Car. Tu sais, c'est différent. Donc pour les Chinois, quand il dit j'achète un château, l'autre, il dit aussi. Ça commence à faire une communauté. Les gens qui vont commencer à comparer. Moi, je suis grand cru. Et l'autre, c'est moi, je suis cru bourgeois. Et l'autre, il dit moi, je suis dans un autre. Aussi, appellation n'est pas connue. Bon, je vais acheter un autre pour que montrer... il y avait une espèce d'escalade. Oui. Je suis admiratif de ça. Je suis admiratif. Et aujourd'hui, ça se démocratise vers des vins de moins de qualité, moins prestigieux, mais qui par contre font plus de volume, par exemple? Non, ça dépend. Parce que it depends, ça dépend le marché de ce client. Par exemple, Jack Ma, il a acheté un vin... Non, on ne parle pas de lui. Non, parle pas de lui. Mais ce qu'on sait, ça c'est public, il a acheté un petit château, pas un petit justement, à Saint-Quentin-de-Baron, qui n'est pas un grand cru classé du tout, qui est une appellation qui est Bordeaux supérieur, qui n'est pas une grande appellation, mais qui par contre fait du volume. Oui. Parce qu'il découle derrière. Ça, c'est peut-être l'intelligence aussi, et c'est peut-être l'évolution du marché. C'était juste ça mon propos. Et parce que c'est justement quand tu parles son exemplaire, parce que les Chinois viennent ici. Par exemple, j'en ai un client qui n'a 3000 petits supermarchés comme 7-Eleven en Chine. Pour lui, s'il achète un grand cru, il a l'argent pour acheter un cru bourgeois, un grand cru classé. Il a l'argent pour acheter ça. Mais c'est que pour lui, comment il peut vendre les vins tellement chers dans son boutique? Il ne mettra pas une bouteille par boutique. Non, personne qui l'achète. Parce que quand les gens rentrent dans son supermarché, c'est pour target les bouteilles pas chères. Bien sûr. Voilà. Donc, et même pour Taobao, et comme Jack Ma, il a son propre scène, son site pour vendre ça. Oui. Bien sûr, il y a des gens qui vendent les grands crus classés. Bien sûr. Mais pour lui, c'est ça, le retour d'investissement pour chaque Chinois, c'est très important. On achète les vignobles et s'il perd l'argent, n'importe qui ne va pas supporter ça pour. Il n'y a pas que les Chinois, je veux dire, la plupart des les investisseurs n'aiment pas perdre de l'argent. C'est tout à fait normal. C'est ça. Je dirais qu'il y a la différence. En Chine, vous les Chinois, vous l'assumez complètement et vous n'hésitez pas à en parler alors qu'on peut tortiller, nous,
les Occidentaux un petit peu plus. C'est beaucoup plus assumé chez vous. En tout cas, c'est la remarque que je me fais. Une petite question qui n'a absolument rien à voir avec notre discussion très professionnelle autour du vin, mais qui est une question de néophyte. Est-ce que tu es sensible au changement climatique? Toi qui es dans la profession du vin, qui est donc le vin, voilà, on en discutait tout à l'heure, une activité agricole qui dépend de la météo, beaucoup. Hein, vos récoltes dépendent beaucoup de la météo. Est-ce que tu es sensible à ce sujet de l'écologie et des changements climatiques? Wow. Ça, on peut parler un peu, mais pour moi, j'ai toujours travaillé avec mes investisseurs chinois. J'ai toujours parlé avec eux. Si c'est 2015, il a très bon récolte. Ça ne va pas dire 2017, tu as le même. Peut-être tu n'as rien. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai déjà prévu mes clients. Ça, c'est mon responsabilité. J'ai le droit de dire à mon client, c'est quoi tu l'achètes? C'est quoi les risques que tu dois apprendre ou avoir dans le futur? Ça, c'est avant il achète, avant il déposer l'argent chez notaire. Ça, c'est tout ce que je dois leur annoncer. D'accord. Pour leur dire, voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui, 2015, waouh, c'est la fête. Et après, tu perds beaucoup d'argent, tu me blâmes. Donc, je voudrais le client comprendre les climats. Les aléas du voilà, climat, ouais. Les situations de l'eau, est-ce que ça manque de l'eau, est-ce qu'il pleut fort ou pas. Donc, eux, ils le savent, ils le savent très bien. Donc, ils savent qu'acheter un vignoble, c'est plus comme avant, tu as juste acheté une jolie maison. Là. Et tu commences à acheter une usine, tu commences à acheter un outil de travail. Et donc, il faut que tu prennes toutes les responsabilités et les risques. Et les risques, oui. D'accord. Donc, tu es complètement transparente avec ça et tu t'occupes justement de les prévenir en disant c'est ça. Rien n'est sûr dans ce métier. Oui, il ne faut pas mentir dans ce métier parce qu'après, il va y avoir beaucoup de problèmes. Surtout à Bordeaux, je suis connue pour vendre les vignobles. C'est pour ça que j'ai beaucoup de clients. Ils reviennent vers moi, présentent leurs copains. Voilà, donc on le vend pas mal. Parce qu'il y a de la sincérité dans tes propos et dans ta démarche de vendre, il y a toujours une sincérité et de la pédagogie. C'est ça, c'est ça. Et la réputation, ça peut se défaire très vite. Oh, ça m'aide dans beaucoup. Le métier que tu fais. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut perdre sur une bêtise ou est-ce que ça peut se défaire très vite? Oui, bien sûr. Une réputation. Aussi. Ça va détruire aussi. Hein. Parce que quand on construit une image, c'est pas facile. Ça, c'est ces derniers 10 ans de mon travail en France. Mais si mon client, il fait une bêtise... c'est que j'ai toujours leur dit, il faut pas faire ça, faut pas faire ça. C'est tous les vignobles que moi j'ai vendus. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, je suis content, fière de ça. Tu es fier, oui, ça se sent que tu es très fier de ça. Ouais. Tu as raison. Oui, mais il pourrait y avoir un problème, et parce que, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est une activité agricole qui dépend du temps, qui dépend de la pluie, qui peut être anéantie. Il m'appelle. Parce que là, il y a eu quand même au mois de mai un épisode de grêle qui a ravagé quasiment certaines appellations, du côté de Blaye, un peu en dessous, dans les... Et ça, il n'y a pas d'a... Il me posait les questions, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, est-ce que tu as déjà acheté l'assurance que je te propose? Il a dit, si, Lily, j'ai déjà acheté. Je dis, voilà. Et maintenant, demandez ton manager, demandez l'assureur de payer. Ça, c'est moi, quand je vends quelque chose, j'ai toujours peur. Dans le futur, il y a des problèmes. C'est pour ça que je fais beaucoup de préparation avec notre équipe. Et on est toujours leur dit, voilà, le risque, c'est ça, ça, ça. Il faut faire ça, ça, ça. Si tu fais pas ça, peut-être tu as ce risque. C'est un peu comme faire l'audit pour le futur. Et donc, souvent, mes clients, ils m'écoutent parce qu'ils savent que je suis professionnelle. Et même au début, il dit, oh, c'est trop cher. Je dis, mais c'est pas grave, c'est mieux que... Tout perdre, ça coûtera encore plus cher. Voilà, c'est encore plus cher. Voilà. Pour réaliser ses rêves, mais là j'en reviens à ton livre, il va falloir bientôt conclure, je suis désolé, le temps passe très vite. Ah, mais oui. Pour en revenir à ton livre, se nourrir de ses rêves, pardonnez-moi. 2 fois. Ah, 2 fois. Hein. Livre autobiographique. Toute cette partie-là, tu l'expliques dans ton livre, tu l'abordes. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Aujourd'hui, si je suis un petit peu amoureux, sensible au vin, et je veux découvrir la culture chinoise, j'achète ton bouquin et j'en sais beaucoup plus. Ce n'est pas seulement la vie de Lily, tu
Tu partages dans ce bouquin C'est ça. le savoir-faire, tes expériences, les bonnes et les mauvaises. Est-ce qu'il y a Ouais. Il a tous les bonnes choses, mauvaises choses. les ratés? Les ratés et les dommages. Il y en a eu des ratés? J'ai pas l'impression, hein, vu de l'extérieur, il y a... Non, c'est par le mon amour. Ouais. Tu sais, ex-petit copain, voilà. Et donc, c'est ça que je dis, je remercie tous mes ex. Parce que c'est grâce à eux, j'ai bien apprendre c'est quoi l'amour. Et maintenant, je concentrais pour aimer mon mari. Et pour que, voilà, pour tenir le meilleure relation avec mon chéri. Comment ça se présente, les vendanges, puisqu'il faut conclure de cette année? Ah oui. Quel est les... Voilà. Comment tu vois ça? Comment se présentent les vendanges dans le regard d'une Chinoise? Qu'est-ce que ça va être 2018? Les vendanges françaises. Moi, je pense que cette année, c'est une bonne année, mais on ne peut pas tout dire. Non, ça peut encore évoluer avec du soleil. Voilà, de soleil, Pour l'instant? Pour l'instant, c'est très bien. Je pense que cette année, c'est une bonne année. D'accord. Parce que il y a 2 jours, Oui. je suis avec mon mari, on est marché dans les vignes. Il dit, oh, c'est bien. Oh, cette année, on va avoir une bonne récolte. Il est content. Il est content. Il est content. Bon, ok. Ça, c'est un Bon, bon signal. On achètera du 2018 alors. Et alors, je vous conseille à tous de découvrir ce livre, vendu déjà à 3 millions d'exemplaires en Chine. Tu retournes en promotion et cette fois-ci, tu te fais une tournée de 50 villes. Bon courage. Et puis, belle carrière à ce livre en France, ne serait-ce que pour partager ces 10 ans que tu viens de passer. Partager ton expérience, découvrir comment ça se passe, le parcours d'une jeune Chinoise qui débarque en France et qui réussit. Encore une fois, je souligne ce fait-là parce que ça fait maintenant 2 fois qu'on se rencontre. On échange aussi de temps en temps régulièrement. Une personne très très simple qui, moi, j'ai la perception qui vit l'instant T, qui fait des projections, qui a des rêves. Ça, c'est un peu dans le titre du bouquin. Mais au-delà des rêves, tu es quelqu'un de très concret, je trouve. Et ça, c'est, je pense, une des clés de ta réussite et tu racontes tout ça dans ton bouquin. Merci Lily d'être venue encore une fois. Tous nos vœux de bonheur. Merci. Tous nos vœux de réussite pour cette récolte 2018, mais visiblement ton mari a l'air serein. Tant que c'est pas rentré, on est sûr de rien. C'est vrai. C'est ça. Moi aussi, je viens de ce pays-là. Surtout, je pense maintenant, et je pense que c'est une étape, première étape pour moi. À partir de l'année prochaine, je vais commencer à avoir un enfant. Ah, je n'osais pas en parler. Tu nous l'as raconté tout à l'heure, mais je n'osais pas le dire. Alors, vas-y. Et pour avoir un enfant avec mon mari. Et après, c'est que maintenant, il y a des réalisateurs et les producteurs qui viennent me voir, qui voudraient acheter le droit de mon livre pour faire des séries ou un film. J'espère. Pour l'instant, tu sais, beaucoup de choses à faire. Je ne peux pas tout faire. Et j'espère un jour, vous pouvez regarder mon film ou mon série on sera la télé ou on sera au courant. On sera au courant, on te fera revenir. En tout cas, on te le souhaite de tout cœur. On te le souhaite de tout cœur, Lily. Merci. Encore une fois, merci de nous avoir consacré du temps, puisque ton planning est très serré. On te souhaite bon courage pour la suite de la promotion, pour les vendanges, et puis surtout pour ta vie de jeune mariée. Sois heureuse, profites-en bien. Merci beaucoup. Salut Lily, à très bientôt.